À 5h17, le calme habituel du détroit d'Ormuz fut rompu dans le centre d'information de combat du destroyer américain en tête de la formation. L'avertissement ne survint pas sous forme de cri, mais sous un bip court, aigu et mécanique, le type de signal que chaque matelot reconnaît avant même que les mots ne viennent. L'opérateur du radar de recherche de surface se pencha davantage sur son écran. 3 contacts apparurent au nord-est de la formation, à peine au-dessus de l'eau, filant à grande vitesse depuis la côte iranienne. Ce n'était ni bateau de pêche, ni aéronef, ni trafic commercial. Les traces étaient trop nettes, trop rapides, trop directes. Quelques secondes plus tard, le système de combat Aegis commença à trier les données. Vitesse, relèvement, altitude, trajectoire de vol, probabilité d'impact. Sur l'affichage tactique principal, 3 lignes fines s'étendaient à travers le détroit comme des couteaux. La première trajectoire pointait droit vers le destroyer en tête. La seconde se courba vers le croiseur occupant le centre de la formation. La troisième, plus basse et plus plate, était dirigée vers le navire de soutien qui suivait derrière. 3 missiles, 3 navires de la marine américaine. Aucun temps à perdre dans la confusion. L'officier de quart annonça d'une voix posée « Vampire en approche, plusieurs traces portant nord-est ». L'alarme générale retentit à bord. Les couloirs qui étaient calmes quelques secondes plus tôt se remplissent de mouvements. Les marins se déplacèrent rapidement, mais de façon ordonnée. Les bottes frappèrent les ponts d'acier, les trappes se fermèrent, les portes étanches se scellèrent. Les équipes de contrôle des dommages saisirent leurs équipements. Les équipes d'armement prirent leurs postes assignés. Dans le centre d'information, personne ne détourna le regard des écrans. Le capitaine monta sur le pont de commandement, jeta un regard au tableau. Sans lever la voix, il donna une brève instruction. Condition 1. Le destroyer changea de posture en quelques secondes. Les capteurs avant resserrèrent leur balayage, les systèmes de guerre électronique s'activèrent. Les équipes de tir ouvrèrent les voies de défense. Sur le pont météo, le canon de 5 pouces pivota de quelques degrés, silencieux et délibéré, tandis que le système de lancement vertical restait fermé sous ses couvercles d'acier. Le navire n'était pas encore en feu, mais il était éveillé. À l'extérieur, le détroit d'Ormuz demeurait sombre, baigné dans la lumière bleu-gris précédant l'aube. Des pétroliers poursuivaient leur route à plusieurs milles sur les voies commerciales. L'eau paraissait calme à la surface. Rien ne laissait présager une zone de combat. Mais à l'intérieur de la formation américaine, chaque système savait le contraire. Le croiseur au centre confirma la même image. 3 traces de missiles entrants, basse altitude, grande vitesse, profil anti-navire probable. Le navire de soutien, plus lent et moins manœuvrable, commença à tourner légèrement afin d'élargir son angle de défense. La formation s'écarta juste assez pour ne pas présenter une cible unique. Ce n'était pas la panique, mais la procédure. À 5h10-18, la première transmission pont à pont fut émise sur la fréquence internationale de détresse et d'appel. Activité de lancement de missiles non identifiés détectée depuis votre côte. Des navires de la marine américaine opèrent en eau internationale. Cessez immédiatement toute action hostile. Aucune réponse. Le message fut répété, toujours sans réponse. Les missiles continuaient d'avancer. Dans le centre d'information, le système Aegis poursuivait l'élaboration de la solution d'interception. Le radar Spy du destroyer en tête verrouilla la trace la plus fiable. Le croiseur s'empara de la seconde. La troisième restait problématique. Elle volait plus bas que les 2 autres, frôlant la surface de la mer, utilisant le bruit des vagues pour se dissimuler. L'opérateur qui la suivait plissa les yeux. 3e trace est à faible altitude, écho intermittent. Cela changea la dynamique de la salle. Un missile à faible altitude n'est pas seulement rapide. Il est conçu pour n'apparaître que tard, se volatiliser souvent et ne laisser à un navire que quelques secondes pour réagir. Il glisse près de l'eau où le radar doit lutter contre les reflets, les embruns et la courbure de la terre. Le capitaine se tourna vers l'officier d'action tactique. Temps jusqu'à la première interception, 4 minutes 30 secondes. 4 minutes.
C'était tout le temps dont disposait la formation avant que le premier missile n'atteigne sa zone d'engagement défensive. À 5h10-19, les officiers de guerre électroniques commencèrent à inonder l'air de signaux de brouillage. Les systèmes de leurre se réchauffèrent, les lanceurs de chaff se préparèrent. Chaque navire du groupe partagea ses données en temps réel, construisant une image unifiée de l'attaque. Un navire voyait une cible, les trois la voyaient. C'est là la différence entre trois vaisseaux isolés et une formation de la marine américaine. Le premier missile iranien monta légèrement, puis corrigea sa descente. Il s'ajustait. Le second amorça un virage peu profond, tentant d'élargir son angle contre le croiseur. Le troisième resta bas et constant, toujours dirigé vers le navire le plus vulnérable de la ligne. Le croiseur déclara ses armes prêtes à feu défensif. Le destroyer fit de même. À 5h20, le capitaine donna l'ordre qui transforma l'engagement d'une simple alerte en une lutte pour la survie. Engagez les menaces entrantes. En dessous du pont, dans le système de lancement vertical, la machinerie réagit avant même que l'œil humain ne le perçoive. Une trappe s'ouvrit brusquement, le gaz s'échappa vers le haut, puis le premier intercepteur américain s'éleva dans une colonne de flammes blanches. Un missile d'interception de type SM-2 jaillit dans le ciel naissant, tournant brutalement vers la menace entrante. Un second intercepteur suivit depuis le croiseur, puis un troisième traversa le détroit. Le silence se rompit. Sur le radar, les trois missiles iraniens continuaient de s'approcher. Les intercepteurs américains montèrent pour les rencontrer, guidés par les capteurs du navire, les calculs et les quelques secondes de jugement humain compressés en une unique décision. Aucun mot ne fut prononcé sur le pont, sauf si nécessaire. Personne ne demanda ce qui arriverait si l'interception échouait. Tous savaient déjà. Si un missile traversait, l'acier rencontrerait le feu à des centaines de kilomètres à l'heure. Un navire pourrait perdre son radar, perdre sa propulsion, perdre la capacité de défendre les autres. Et dans le détroit d'Ormuz, un seul vaisseau désactivé pourrait transformer ce passage étroit en une zone de crise en quelques minutes. À 5h21, le compte à rebours de la première interception apparut sur l'écran tactique. 10 secondes. 9. Le destroyer en tête maintint sa trajectoire. Le croiseur conserva son verrou. Le navire de soutien continua de tourner, lentement mais régulièrement, poussant son poupe loin de la trajectoire entrante. Puis la première explosion éclata au-delà de l'horizon, trop lointaine pour être clairement vue depuis le pont, mais assez brillante pour apparaître comme une soudaine fleur sur les capteurs infrarouges. Le premier missile iranien avait disparu. Aucun cri de joie, aucune sensation de soulagement, car le second était encore en approche et le troisième venait tout juste de sortir du radar. À 5h22, le mur Aegis s'anima. Le premier missile iranien avait été détruit à longue distance, mais aucun membre de la formation ne le considéra comme une victoire. Le missile abattu ne changeait rien, tant que deux autres sillonnaient toujours le détroit. Dans le centre de combat du croiseur, la deuxième trajectoire devint immédiatement la priorité. Elle ne volait plus en ligne droite. Son angle s'était incliné légèrement vers le sud, obligeant le navire à recalculer le point d'interception en temps réel. Voilà le problème des missiles anti-navires modernes. Ils ne se comportent pas toujours comme des balles. Certains ajustent leur trajectoire, d'autres plongent, d'autres encore exploitent le bruit de la mer. Certains tentent de forcer le défenseur à gaspiller ses intercepteurs tôt pour le surprendre plus tard. L'officier des actions tactiques scrutait l'écran. La deuxième piste manœuvre. Le capitaine restait immobile. Maintenir la solution. Le radar du croiseur resserra son verrou. Le système Aegis actualisa la trajectoire, assignant des probabilités plus vite que ne pourrait les énoncer un humain. Portée, vitesse de rapprochement, altitude, fenêtre d'interception, évaluation de la destruction. Un second missile surface-air de courte portée était déjà en vol, montant vivement avant de se retourner vers la menace entrante. La trace de son échappement fendit l'aube comme une cicatrice blanche. Derrière lui, le détroit s'éveillait. Les navires commerciaux commençaient à changer de cap. Les pétroliers qui traversaient Ormuz à vitesse constante ralentissaient juste assez pour créer davantage d'espace. Aucun d'eux n'avait besoin qu'on leur explique la situation.
Quand les navires de guerre lancent leurs intercepteurs à l'aube, le message est clair. Restez à l'écart. Le deuxième missile iranien descendait plus bas. Pendant 2 secondes, le retour radar du croiseur faiblit, puis revint plus proche. La piste 2 fut de nouveau acquise. L'intercepteur ajusta sa trajectoire. À l'intérieur du croiseur, les marins observaient les 2 symboles converger. Personne ne regardait plus l'horloge. Le temps était devenu secondaire. Tout se mesurait désormais en distance. 7 miles, 5 mètres, 3. Le missile surface-air de courte portée descendait du ciel. Le missile iranien restait bas, tentant de forcer l'interception dans une mince bande d'air sale juste au-dessus de la ligne de l'eau. Puis l'écran s'illumina. Une fleur blanche éclata dans l'infrarouge. Le second missile se désintégra. Des fragments se dispersèrent à la surface, encore incandescents en touchant l'eau. Le croiseur rapporta la neutralisation avec le même ton plat qu'on utilise pour annoncer la météo. Piste 2 neutralisée. 2 missiles abattus, il en restait un. Et le troisième était celui que personne n'aimait. Il était encore intermittent, toujours bas, toujours dirigé vers le navire de soutien à l'arrière de la formation. Le radar d'observation du destroyer le captura pendant une demi-seconde. Le croiseur le saisit aussitôt après. Puis, les capteurs du navire de soutien relevèrent le signal. Faible, mais réel. Une trace qui fuyait à vitesse létale à la surface. La piste n'était pas disparue. Elle se cachait. À 5h24, le navire de soutien changea de posture défensive. Les lanceurs de leurre furent armés. Les systèmes de leurre furent réchauffés. Les armes de proximité passèrent du mode veille à l'autorité d'engagement automatique, attendant un verrou propre. Les équipes de contrôle des dommages s'enfoncèrent plus profondément dans la coque, prêtes à l'impact, mais entraînées à ne pas y penser. Sur le pont, l'officier de quart observait l'étrave tourner lentement, trop lentement pour éviter la menace. Les gros vaisseaux ne peuvent pas esquiver les missiles. Ils créent des angles, gagnent des secondes, forcent l'arme à travailler davantage. Le troisième missile était maintenant à 10 miles. Le destroyer ouvrit le feu en premier. Un missile surface-air de courte portée jaillit de son lanceur, plus petit que le précédent, plus réactif, conçu pour le combat rapproché. Il vira brusquement à travers la formation, tentant de couper la trajectoire du missile avant qu'il n'atteigne le dernier anneau défensif du navire de soutien. Pendant un instant, la solution semblait bonne. Puis le missile iranien replongea de nouveau. L'intercepteur passa à proximité, trop près pour être immédiatement déclaré manqué. L'explosion perturba la trajectoire, mais ne le détruisit pas. Dans le centre de combat, l'évaluation de la destruction apparut. Piste 3 dégradée, non neutralisée. C'était le verdict que personne ne voulait entendre. Le missile iranien était endommagé, mais toujours en approche. Il était désormais plus bas, instable et plus difficile à prévoir. Un missile intact suit une trajectoire, un missile endommagé peut tournoyer, corriger, plonger ou se désintégrer au pire moment. Il pouvait encore frapper le navire, exploser au-dessus du pont ou s'écraser dans l'eau assez près pour projeter des éclats sur les équipements exposés. Le système de tir du navire de soutien pivota vers la menace. Le dôme blanc s'enclencha. Le groupe de canons commença à se mouvoir. À 5h25, la couche défensive finale n'était plus une théorie. Elle était sur le point d'être déclenchée. Le missile réapparut sur le radar, à 3 miles. Le croiseur lança un autre missile surface-air de courte portée. Le destroyer transmit les données de ciblage à travers le réseau. Le navire de soutien maintint sa manœuvre. Toute la formation se concentra désormais sur un seul objet volant juste au-dessus de l'eau. À 2 miles, le second missile surface-air de courte portée s'approcha latéralement, explosant près de la trajectoire du projectile ennemi. L'explosion arracha des morceaux de l'arme entrante, mais le corps principal continua d'avancer, traînant fragments et feux. À l'intérieur du navire de soutien, l'ordre résonna sur les circuits internes. Préparez l'interception rapprochée. Le système de tir de proximité s'ouvrit. Il n'existe aucun son élégant lorsqu'une arme de proximité s'engage. Ce n'est pas le bruit d'un canon, c'est le crissement de la machinerie qui déchire l'air.
Des milliers de projectiles furent déversés dans l'espace devant le navire, créant un mur que le missile dut traverser. En infrarouge, le missile iranien devint une forme brillante et tremblante. Puis il disparut dans une explosion de chaleur blanche. Une seconde plus tard, des débris heurtèrent l'eau près de l'étrave tribord. L'onde de choc roula à travers le vaisseau. Les marins la ressentirent sous le pont. L'écume grimpa au-dessus des fenêtres du pont. De petits fragments crépitèrent contre la mer avant de disparaître. Pendant 3 secondes, le silence régna. Puis les rapports commencèrent à affluer. Aucune brèche dans la coque, aucune inondation, des dommages mineurs en surface. Le navire restait opérationnel. Le 3e missile avait échoué, mais le détroit n'était pas revenu au calme. À 5h27, l'équipe de guerre électronique du destroyer détecta un nouveau signal provenant de la côte iranienne. Ce n'était pas un missile en vol, mais un radar de contrôle de tir. Actif, en recherche, puis en verrouillage. L'affichage tactique se mit à jour de nouveau. Le capitaine fixa l'écran. L'Iran avait tiré une fois. Et maintenant, quelque part le long du littoral, un autre système s'éveillait. À 5h27, la menace changea de forme. Les missiles avaient disparu. L'eau autour de la formation bouillonnait encore à cause du dernier tir. Des débris dérivaient près de l'étrave tribord du navire de soutien, de petits fragments noirs montant et descendant avec les vagues. Les équipes de contrôle des dommages se déplaçaient déjà sur les ponts supérieurs, vérifiant antennes, câblage exposé, gaines radar et trappes scellées. Les navires avaient survessé, mais le combat n'était pas terminé. Dans le centre d'information de combat du destroyer en tête de la formation, l'officier de guerre électronique fixait un nouveau signal. Ce n'était ni aérien, ni mobile, ni commercial. Un radar de contrôle de tir venait de s'activer le long de la côte iranienne. Les missions étaient étroites, ciblées, délibérées. Elles ne balayaient pas la zone générale, elles cherchaient quelque chose de précis, puis le faisceau se resserra à nouveau, pointant directement la formation. L'officier annonça d'une voix claire « Nouvel émetteur, radar de contrôle côtier portant le cap 031 ». Tous les regards se tournèrent vers l'écran, conscients de la portée de cette indication. Une batterie de missiles n'a pas besoin d'avoir tiré pour constituer une menace. D'abord elle localise, ensuite elle suit, puis elle transmet les données de ciblage. Après cela, le lancement peut s'opérer en quelques secondes. Le capitaine, immobile derrière le tableau tactique, le visage impassible, observait la corrélation avec la provenance du tir. Le système commença à reconstituer la bataille en remontant les pistes. Les radars du premier salve, les signatures infrarouges des interceptions, les émissions électroniques du littoral, les files d'attente satellitaires, les relevés d'un avion de patrouille maritime Poséidon, chaque capteur ayant suivi l'attaque étant désormais utilisé pour identifier la main qui l'a déclenchée. Sur l'écran apparut une première zone près du rivage iranien, puis une seconde, puis une troisième, indiquant un secteur de lancement possible, une batterie mobile probable, l'émetteur radar confirmé. La marine n'avait pas une seule image, mais une série de couches qui affinaient les précédentes. À 5h29, le navire de soutien fit état de son état de dommage final. Aucune brèche dans la coque, aucune inondation, de légers dommages de fragmentation sur l'équipement exposé. Un matelot fut traité pour un choc d'impact après avoir été projeté contre une cloison. Le vaisseau pouvait encore manœuvrer, communiquer et rester en formation, ce qui était crucial. Un navire endommagé ralentit le groupe, un navire immobilisé le bloque, et dans le détroit, rester immobile représente un danger en soi. Le croiseur se déplaça légèrement vers l'est, se plaçant entre la côte et le navire de soutien. Le destroyer ajusta son cap vers l'ouest, ouvrant son arc d'armes. Depuis les airs, la formation ne ressemblait plus à un transit ordinaire. Elle prenait l'apparence d'un bouclier levé. À 5h31, le radar côtier pulsa de nouveau, plus bref cette fois, plus net. L'officier d'action tactique releva les yeux. Ils affinaient les données de ciblage. Personne n'eut besoin de demander à qui il s'adressait. Le capitaine donna l'ordre suivant. Préparer les options de contre-batterie, réponse défensive uniquement. Le mot « défensive » importait. Il ne s'agissait pas d'une escalade pour le plaisir, ni d'une punition, ni d'une frappe généralisée.
La tâche de la marine à ce moment était simple, empêcher un second lancement. Les cellules de lancement verticales du destroyer furent vérifiées. Le croiseur commença à compiler des données de qualité cible. Le navire de soutien continua à dégager les débris et à rétablir la couverture sensorielle complète. Chaque commandement fut prononcé à voix basse, consigné, répété, confirmé. Un vaisseau de guerre américain ne passe pas de la défense à l'attaque parce que quelqu'un est irrité. Il agit parce que la chaîne de menaces reste active. À 5h33, l'avion de patrouille Poséidon, en orbite au-delà de la zone de danger immédiat, transmit une nouvelle mise à jour. Ces capteurs avaient détecté des signatures thermiques compatibles avec des véhicules de lancement mobiles près d'une route côtière rocheuse. Un véhicule était à l'arrêt, un autre en mouvement. Un troisième éclat thermique se tenait à côté d'un camion radar camouflé. Puis l'image du drone arriva, d'abord granuleuse, puis plus nette. 3 véhicules se positionnaient le long d'une rangée de conteneurs et de structures en béton bas. Les conteneurs semblaient civils à distance, mais leur espacement était trop régulier, trop ordonné. Un mât radar s'éleva entre 2 d'entre eux, puis s'abaisse à mi-hauteur, comme si l'équipage savait qu'il était repéré. Le centre d'information de combat resta silencieux un bref instant. C'était la confirmation. Le site de missile n'était plus théorique, il était réel. À 5h35, le radar iranien verrouilla à nouveau. Cette fois, les récepteurs d'alerte du navire de soutien le détectèrent directement. Un ton aigu retentit sur le pont. Un instant, le souvenir du tir précédent revint à l'esprit de tous. La trajectoire basse, la perte du retour, l'éclatement final, les débris frappant le bord suffisamment pour faire vibrer la coque. Mais personne ne se figea. Le capitaine se tourna vers l'officier d'action tactique et dit « Si cette batterie tire de nouveau, engagez immédiatement ». La réponse fut une affirmation ferme. Puis le signal radar disparut. Il n'était pas détruit, simplement silencieux. C'était pire. Un radar qui reste allumé peut être suivi. Un radar qui clignote s'engage dans un jeu différent. Il se montre assez longtemps pour mettre à jour la batterie de missile, puis s'éteint avant qu'une arme ne puisse suivre le faisceau jusqu'à sa source. L'équipage iranien ne paniquait pas. Il continuait à travailler. À 5h37, le véhicule en mouvement sur le flux du drone s'arrêta près du lanceur camouflé. Les signatures thermiques augmentèrent autour de son arrière-partie. Un camion de soutien recula vers lui. Des hommes se déplacèrent rapidement entre les véhicules. L'évaluation apparut sur l'écran du destroyer. Activité de rechargement possible. Le capitaine lut l'information une fois, puis donna l'ordre qui changea de nouveau l'engagement. « Trouvez-moi un tir propre ». Le croiseur introduisit les coordonnées dans le réseau, le Poséidon confirma la dernière position de l'émetteur, le drone maintint le contact visuel. L'équipe d'armes du destroyer commença à préparer une solution de frappe de précision. Pourtant, la formation attendait. Dans un détroit étroit, rempli de trafic civil, le métal seul ne suffit pas. Le tir devait être net, le trajet dégagé, la cible confirmée. À 5h39, le mât radar s'éleva de nouveau. Un mince signal traversa le détroit. La batterie se préparait à un nouveau lancement. Cette fois, la marine américaine n'était plus simplement en défense. Elle se préparait à répondre. À 5h41, le paquet de réponses fut approuvé. Aucun discours ne s'éleva du pont, aucune voix élevée, aucun compte à rebours dramatique, seulement une série de coordonnées injectées dans le réseau de combat et confirmées à travers les 3 navires, un aéronef et un capteur sans pilote en orbite au-dessus du littoral. La cible n'était plus une conjecture. La batterie de missiles iranienne s'était révélée 3 fois, d'abord par le lancement, puis par le radar de contrôle, puis par l'activité de rechargement. Cela suffisait. Dans le centre d'information du destroyer, l'officier d'action tactique se pencha sur sa console et vérifia une dernière fois le dossier de la cible. Lanceur mobile, camion radar côtier, véhicule de commandement probable, unité de rechargement possible. Aucun navire civil dans le corridor de tir. Aucun avion traversant la route. Aucun dispositif ami dans la zone d'impact. Le capitaine écouta le rapport sans interruption, puis donna l'ordre final. Exécuter une frappe défensive limitée.
Le mot « limité » était crucial. La marine américaine n'ouvrait pas une guerre le long du littoral. Elle ne tirait pas à l'aveugle dans l'obscurité. Elle éliminait un site de missiles actifs de la chaîne de destruction avant qu'il ne puisse lancer à nouveau. Sous le pont, le système de lancement vertical du destroyer s'anima. Une cellule avant se débloqua, puis une autre. Le navire vibra lorsque le premier missile de croisière Tomahawk fut propulsé vers le haut, traversant une colonne de flammes avant de basculer en direction de la côte iranienne. Quelques secondes plus tard, un second missile fut lancé, puis un troisième, programmé pour un point d'objectif distinct au sein du même complexe cible. Le destroyer ne changea pas de vitesse. Il ne tourna pas vers la côte. Il lança simplement, consigna l'événement et maintint la formation. Voilà la discipline. Une partie du navire venait d'envoyer des armes de précision contre une menace active. Une autre partie continuait de suivre les voies maritimes. Une autre surveillait encore les petits bateaux. Une autre vérifiait la présence de nouvelles signatures de missiles. Un navire de guerre moderne ne se concentre pas sur un seul danger. Il répartit son attention sans perdre le contrôle. À 542, le croiseur lança sa propre partie de la frappe, non pas avec des missiles, mais avec la guerre électronique. Ces systèmes diffusèrent des interférences vers la bande radar côtière, remplissant l'air entre les navires et la batterie d'un bruit assourdissant. Le but était simple, aveugler le lanceur assez longtemps pour l'empêcher de fournir des données de ciblage à un autre missile. Le radar iranien clignota de nouveau, puis se déforma, puis disparut. Dans le centre d'information du navire de soutien, le ton de verrouillage dur s'arrêta. Pour la première fois depuis près de 20 minutes, le navire arrière n'était plus peint. Mais personne ne se détendit. Les Tomahawks étaient toujours en vol. Le flux de drones montrait des mouvements près du site de lancement. Des signatures thermiques se dispersaient entre les conteneurs. Un véhicule commença à rouler depuis derrière un mur de béton bas, tentant de quitter la zone. Un autre resta stationné près du mât radar. Le lanceur mobile avait changé de position de quelques mètres, mais pas suffisamment. Il se trouvait toujours à l'intérieur du périmètre. À 5h44, le premier Tomahawk franchit la côte. Il arriva bas, trop bas pour que la plupart des radars le détectent tôt, trop stable pour perdre de la vitesse. Sa trajectoire avait été conçue pour éviter toute exposition inutile, suivant des angles d'approche terrain-mer jusqu'aux dernières secondes. Le camion radar iranien tenta de se réactiver. Un signal faible apparut. Puis le croiseur l'enfouit sous le brouillage. Le premier impact toucha le véhicule radar. Sur le flux du drone, un éclat blanc apparut, suivi d'une forte gerbe de chaleur. Le mât disparut. Le camion s'évanouit dans le feu et la poussière. Le signal sur l'affichage électronique du destroyer s'éteignit instantanément. Aucun fondu, aucune dérive, rien. Émetteur hors ligne. L'officier de guerre électronique rapporta que le second Tomahawk arriva quelques secondes plus tard. Sa cible était le lanceur. Le missile frappa le véhicule camouflé par le haut et par l'arrière, exactement où les rails de lancement et les réservoirs de carburant étaient concentrés. L'explosion fut plus grande que prévu. Une détonation secondaire suivit presque immédiatement, projetant des fragments lumineux vers l'extérieur et illuminant les conteneurs alentours. Cela indiqua au poste que d'autres missiles ou du carburant se trouvaient là-dessus. Les explosions secondaires confirmèrent la présence de munitions. Le capitaine ne répondit pas. Il continua de scruter l'écran. Un troisième objectif subsistait, le véhicule de commandement. Il avait commencé à bouger juste avant la première frappe, se dirigeant vers la route qui menait à l'intérieur des terres. Le drone le maintenait centré dans le cadre. Le véhicule accéléra, puis ralentit, comme incertain de courir ou de se cacher sous les structures voisines. Le troisième Tomahawk corrigea sa trajectoire. Dans les dernières secondes, son capteur se verrouilla sur la source thermique mouvante. Le véhicule de commandement disparut dans un éclair qui aplatit la poussière autour de lui, ne laissant qu'une silhouette brûlante sur la route. À 5h46, le site de lancement était silencieux. Aucun radar, aucun mouvement autour du lanceur. Aucun nouveau suivi de missiles. Le drone fit un tour, puis élargit son champ de vision. Les conteneurs brûlaient.
Le lanceur était détruit. Le camion radar était parti. Le véhicule de commandement était hors d'usage. Le camion de rechargement s'était arrêté près du bord du site, endommagé, mais ne produisait plus aucune signature de lancement. À l'intérieur du destroyer, le rapport arriva net. Batterie côtière neutralisée. Pourtant, la formation ne se déploya pas. Dans le détroit d'Ormuz, la disparition d'une menace ne signifie pas que l'eau est sûre. Cela signifie que la prochaine menace ne s'est pas encore montrée. Le croiseur maintint la posture de brouillage pendant 1 minute supplémentaire. Le destroyer garda ses missiles de défense prêts. Le navire de soutien rétablit les communications complètes et poursuivit les contrôles de dommages. Les guetteurs scrutèrent les bateaux rapides. Les équipes radars recherchèrent les avions. Les équipes sonars écoutèrent sous la coque. L'attaque avait duré quelques minutes. Les suites dureraient des heures. À 5h49, le premier pétrolier commercial demanda par radio si la voie était libre. La réponse américaine fut brève. Garder la distance, poursuivre la route assignée. La formation américaine continua d'avancer vers l'ouest à travers le détroit. Derrière eux, la fumée s'élevait du littoral. Devant eux, l'eau restait ouverte. Et sur chaque écran du centre de combat, un fait dominait tous les autres. L'Iran avait tiré. Les missiles avaient échoué. Le lanceur était parti. Mais le détroit d'Ormuz restait en alerte. Vers 6h12, le soleil se levait sur Ormuz et les 3 navires de la marine américaine étaient toujours en mouvement. Le destroyer de tête tenait le cap. Le croiseur restait au centre de la formation. Le navire de soutien, encore marqué par l'interception rapprochée, maintenait la vitesse derrière eux. Aucun élément de la formation ne semblait brisé. C'était le but. Une attaque de missiles venait de traverser l'une des voies navigables les plus sensibles du monde. Et les navires américains n'avaient ni dispersé, ni arrêté, ni fait demi-tour. Ils avaient absorbé le choc, éliminé la menace, frappé la source et poursuivi leur route. À l'intérieur du navire de soutien, les équipes de contrôle des dommages travaillaient encore. Le côté tribord avait reçu des fragments de la destruction du dernier missile. Un boîtier de capteur était fissuré. Une antenne exposée avait été tranchée par les débris. Des marques de brûlure traversaient une partie du pont supérieur où les fragments avaient ricoché sur l'acier avant de plonger dans l'eau. Mais la coque restait intacte. Aucun afflux, aucune perte de propulsion, aucun feu ne s'était propagé sous le pont. Le navire était blessé, mais pas paralysé. Cette différence importait. Sur le pont du destroyer de tête, le capitaine observait l'affichage tactique tandis que le littoral iranien s'éloignait lentement. Le site de missiles détruit ne produisait plus d'émissions radar. Aucun second salve n'était apparu. Aucun bateau rapide ne s'était déplacé depuis les ports voisins. Aucun avion ne s'était approché du nord. Pour la première fois depuis 517, la formation disposait d'un espace pour respirer. Mais personne ne l'a annoncé. En mer, le silence n'est pas la sécurité, c'est simplement le silence. Dans le centre d'information de combat, la relecture avait déjà commencé. Chaque seconde de l'attaque était passée en revue. Le premier lancement de missiles, l'acquisition radar, les trajectoires des intercepteurs, la manœuvre du second missile, l'approche basse du troisième missile, le moment où il a disparu dans le bruit de la surface, l'engagement du système antimissile, l'activation du radar côtier, la frappe Tomahawk. Chaque détail se transformait en données. Chaque donnée se transformait en doctrine. C'est ainsi que la marine survit à la prochaine attaque, non pas en prétendant que celle-ci était propre. Elle ne l'était pas. Le troisième missile était arrivé trop près. Le navire de soutien a reçu des fragments. Le premier missile de courte portée SM n'a pas complètement éliminé la cible. La batterie iranienne a failli avoir le temps de préparer un nouveau lancement. Ces faits seraient étudiés, consignés et utilisés pour affiner le système.